Du sang, des morts, des blessés, des pleurs, des lamentations, des souffrances, des grincements de dents. Voilà quelques-uns des thèmes qui sont en train de terminer l'image habituellement joyeuse des fins d'année. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci pour la fidélité à notre rendez-vous dominical. Vendredi, la communauté humaine célébrait à nouveau les droits de l'homme. Jeudi, elle réfléchissait à comment endiguer la corruption. La journée mondiale des droits de l'homme suivait celle de la corruption. Le bien-être de l'humain, du vivre ensemble de son environnement social, économique et politique ont activement guidé une semaine qui s'achève sur un tas de questions. Pourquoi et comment n'ont jamais été autant présentes dans les têtes? Vendredi, à Oslo, en Norvège, deux journalistes d'investigation très critiques vis-à-vis de leur gouvernement respectif, mexicain et russe, ont reçu le prix Nobel de la paix. Vendredi, à Lomé, au Togo, deux journalistes très critiques vis-à-vis du gouvernement ont reçu le prix d'aller en prison. Comment comprendre cette coïncidence? Pourquoi envoyer des journalistes en prison pour leur opinion? Ce dimanche, journée nationale de reconnaissance à Dieu, les fidèles vont prier et demander dans le même temps ce qui arrive à leur lieu de culte. Jamais auparavant, ils n'ont été contraints à présenter des laissez-passer avant d'intégrer les temples et églises, mosquées et couvents pour les musulmans et adeptes des religions endogènes. Les dieux sont-ils vraiment d'accord avec les nouvelles mesures? Depuis bientôt 2 ans, la Covid-19 partage le quotidien des humains. Elle a réussi à faire tomber bien de certitudes. Sous le soleil, l'humilité s'est imposée dans beaucoup de secteurs, puisque la mort ne prévient plus personne. Elle tue, y compris dans les rangs des militaires. Cette semaine, 7 militaires togolais ont trouvé la mort parce qu'ils sont au Mali, loin de la Covid-19, mais bien proches des djihadistes devenus souffre-douleur pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le Togo reste-t-il si présent au Mali? En vérité, un vieil adage bien connu dit que qui veut la paix prépare la guerre. Quelle solution pour les combattants de la paix engagés au Mali? En Afrique de l'Ouest, épicentre des attaques djihadistes, les chefs d'État sont confrontés à divers autres phénomènes. La fermeture des frontières ou encore la limitation des mandats présidentiels. En fermant les frontières, plusieurs pays voulaient se prémunir des vagues de contamination à la Covid. Le variant Omicron va-t-il les forcer à maintenir les cadenas? Ces cadenas sont réclamés ailleurs autour des mandats présidentiels. Comment comprendre que cette problématique reste d'actualité? Au Bénin, le verrou a été plutôt renforcé. Lui ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. C'est à l'actif de président Talon. On lui impute depuis vendredi les 20 ans de prison de Rekia Madougou. Comment certains humains peuvent-ils condamner d'autres humains à passer autant d'années derrière les barreaux? Maître Yambia Guibon n'applaudira certainement pas un tel verdict. Le défenseur des droits de l'homme repose depuis ce samedi chez lui à Couvé. Les invités du jour sont tous défenseurs des droits de l'homme. Le représentant d'Amnesty International est Aimé Adi. Le représentant de Cassis Togo est Maître Claude Amégan. Et celui du CDFDH est Godwin Etienne. L'émission est mise en onde par Vincent Lasbouga. Chers invités, bonjour. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bon dimanche à vous tous. Merci à vous autres. Merci. Vendredi, il a été question de la journée mondiale des droits de l'homme. Nous allons faire un peu de pédagogie pour commencer cette émission. Quand on parle des droits de l'homme, à quoi fait-on allusion? On en parle toutes les années. Les droits de l'homme, c'est quoi, Godwin? Oui, merci Pierrot et bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio Pyramide. Les droits de l'homme, ça va être difficile de les définir académiquement. Mais il faut juste retenir que, bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on parle des droits de l'homme. La notion existait depuis. Mais le terme droits de l'homme inclut donc toutes ces prérogatives que nous, les humains, nous avons, du simple fait que nous sommes des êtres humains. Ça veut dire que ce n'est pas des prérogatives qui nous ont été attribuées, accordées par quelqu'un, mais c'est le fait pour moi d'être né et d'être considéré comme un être humain qui fait que automatiquement on me reconnaît ces droits qui sont généralement classés dans plusieurs catégories. Par exemple, à commencer par la première catégorie où on met souvent les droits civils et politiques, donc qui sont souvent relatives aux différentes libertés, le droit à la vie, la liberté d'expression, liberté de manifester, le droit à un procès équitable, etc. Ensuite, il y a la seconde catégorie aussi qui concerne plus les droits économiques, sociaux et culturels. Est-ce que je me porte bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai un logement décent? J'ai du travail? Et on peut aller aussi à une troisième catégorie donc, qui concerne souvent ce qu'on appelle les droits catégoriels, les minorités, etc. Donc, c'est un ensemble de notions
Mais comme je l'ai dit, ce sur quoi il faut insister, c'est que ce sont des prérogatives que tous les êtres humains ont, du simple fait parce qu'ils sont des êtres humains. Claude Améga, Maître Claude Améga, est-ce que les êtres humains sont justement conscients qu'ils disposent de tous ces droits-là? Oui, moi je dirais que les droits de l'homme, c'est des droits tout à fait naturels à tout être humain. Et tout être humain est conscient qu'il a besoin d'un mieux-être. Dans tous les environnements où il se trouve, il a besoin de ce mieux-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça que cette année, le thème fixé reste tous humains, tous égaux. Donc ça veut dire que tous les êtres humains, instinctivement, savent qu'ils ont besoin d'un environnement où ils peuvent vivre à l'aise, où ils peuvent être en sécurité, où ils peuvent avoir une santé sûre et des conditions dans lesquelles ils peuvent s'épanouir, ils peuvent vivre. Et ce droit-là, c'est un droit inaliénable, c'est un droit inhérent à toute personne humaine. Les personnes individuellement en sont conscients, sauf que dans nos sociétés, la plupart du temps, on pense que c'est seulement certains qui ont ce droit et que d'autres ne le méritent pas. Et c'est ça qui pose la problématique de la défense ou de la protection, de la promotion des droits de l'homme. C'est vrai que chaque année, autour du 10 décembre, la communauté humaine se mobilise et spécialement dans ce studio, nous avons l'habitude de vous réunir. Mais curieusement, on a l'impression, comme si on fait de la répétition. Chaque année, on évoque les droits de l'homme. Est-ce que quelque part dans le monde, certains sont contre ces droits-là et que dans le monde, certains se battent pour que tout le monde accepte ces droits? Aimé, Adi. Merci pour l'invitation. Ce n'est pas toujours une routine de célébrer la journée, c'est plutôt un rappel que ensemble, on peut, en se mobilisant, mettre la lumière sur ce qui semble pour nous être des défis en matière des droits de l'homme. Oui, bien sûr, je pense que mes collègues ont bien souligné l'importance des droits de l'homme, mais aussi la mobilisation et la reconnaissance que chaque citoyen a et revendique ses droits. Malheureusement, je pense qu'on a aussi des personnes, par leur rôle et leurs compétences dans la société, qui devaient assurer ces droits, qui malheureusement, par manque de volonté ou par omission ou par acte volontaire, n'arrivent pas à satisfaire ces droits qui incombent à la communauté humaine ensemble. Mais cependant, nous sommes très sûrs que ces mêmes dirigeants ou ces personnes aussi qui sont censées donner ces droits aussi ont des droits. Et je pense que parfois, ces personnes aussi ont recours au système international en matière de droits humains aussi pour pouvoir réclamer leurs droits. Donc, je pense que, unanimement, je pense que chaque citoyen, quelle que soit sa position dans la société, essaye ce qu'il peut faire pour pouvoir défendre les droits de l'homme. Mais je pense que c'est un défi. Je pense que dans sa définition, il a relevé un peu les catégories et l'évolution. Les droits de l'homme aussi restent aussi une dynamique sur laquelle il ne faut jamais baisser les bras. Il faut toujours avoir un regard. De toute manière, comme vous l'avez dit, il y aura toujours des gens qui sont là pour pouvoir faire cette promotion ou pour pouvoir défendre ses droits. Parce qu'on estime que naturellement, on aura des failles, on aura des défis sur lesquels seuls ceux qui peuvent ou ont le courage de s'engager pourront relever le défi. C'est vrai que dans le monde, c'est une problématique qui, depuis des dizaines d'années, revient chaque année, comme je l'ai dit. Est-ce que c'est facile, votre engagement? Parce qu'on sait que vous êtes engagé pour cette cause-là. Maître Claude Améga, hein, on vous voit, vous êtes sur le front et la défense des droits de l'homme, c'est votre quotidien. Et puisque parmi ces quotidiens-là, nous évoquerons, si nous avons le temps, les dernières initiatives que vous avez pu prendre aux côtés d'un certain nombre de Togolais qui sont soit interpellés ou détenus. Est-ce que c'est facile cet engagement? Évidemment, ce n'est pas du tout facile cet engagement. Ce n'est pas du tout facile vu les conditions dans lesquelles nous travaillons, vu l'atmosphère politique qui existe dans notre pays. Et quand nous parlons des droits de l'homme, généralement, les défenseurs des droits de l'homme sont considérés, pour la plupart des régimes, comme des opposants. Or, ce que nous revendiquons, ou bien ce pour quoi nous luttons, c'est pour le bien-être de tout citoyen.
c'est pour le bien-être de tout être humain. Et ce n'est pas seulement une catégorie qui est concernée, mais malheureusement, ceux qui briment les droits, lorsque ils voient les défenseurs des droits de l'homme intervenir, la plupart du temps, ils ont l'impression que c'est des gens qui deviennent leurs opposants, qui veulent les empêcher d'accomplir les actes qui ne sont pas du tout, qui n'honorent pas l'être humain. Et donc, c'est pour ça que la plupart du temps, quand les défenseurs des droits de l'homme veulent aller dans les centres de détention, veulent aller dans les prisons, veulent assister des gens qui sont en détention, la plupart du temps, ça crée des polémiques qu'on est obligé de gérer à tout moment. Et parfois, les défenseurs des droits de l'homme deviennent même des cibles pour certains hommes politiques qui les considèrent comme des bêtes à abattre. Donc, nous disons que le travail que nous exerçons, c'est un travail difficile, mais il faut que les gens comprennent que nous sommes dans une logique, pas de lutte contre qui que ce soit, mais de protection des droits de tous les êtres humains, de protection des droits naturels dont nous tous nous avons besoin. Aujourd'hui, quel que soit là où on est dans la société, on peut être confronté à la justice demain, à la police demain, à la gendarmerie demain, mais il faut que tous les êtres humains soient traités de la même manière lorsqu'ils se présentent dans des situations de détention, qu'on les traite de la même manière, qu'ils aient droit à un procès équitable. C'est ce dont nous parlons et ça concerne tout le monde. Ce que vous voulez dire, c'est que, par exemple, le balayeur de rue, le ministre en fonction, le député ou le gendarme, par exemple, confondu, y compris même le chef de l'État, vous battez pour tout ce beau monde-là. Tout ce beau monde que vous venez d'évoquer, leur trait commun, c'est qu'ils sont tous des humains. Ce qui fait leur différence, c'est tout simplement le titre ou l'autorité qu'ils exercent de part et d'autre. Mais tous ceux-là sont des êtres humains et je dis que les droits humains, c'est des droits naturels inhérents à toute personne qui vit, qui existe. Donc on ne peut pas mettre de différence en matière de droits de l'homme, on ne peut pas mettre de différence. Vous savez, dans des pays, on a vu des chefs d'État qui sont devenus des prisonniers. On a vu des prisonniers qui sont devenus des chefs d'État. Et donc, de ce côté comme de l'autre côté, quand on veut juger l'un ou l'autre, il faut qu'on respecte leurs droits. Quand on veut les mettre en détention, on pense qu'ils sont des humains et qu'on doit les traiter comme des humains. Et donc, ce n'est pas une question de l'autorité que la personne a, du grade qu'il a ou du titre qu'il a. C'est une question d'humanisme. Dans votre développement, vous avez évoqué un peu ce que vous faites au quotidien ou au parcours, notamment la visite dans les prisons. Je ne sais pas si c'est de même au niveau d'Amnesty International. Si c'est la même chose. Décrivez-nous un peu les milieux carcérales. Quand on prend la prison civile de Lomé, je ne sais pas si vous êtes rentré dedans déjà. Si on rentre dans la prison civile de Lomé ou de Thiévier ou de Palimé ou d'ailleurs sur le territoire togolais, qu'est-ce qu'on voit? Je pense que c'est le travail commun de tous les défenseurs des droits de l'homme et je profite de l'occasion pour remercier tous les autres acteurs. Je pense qu'on n'est pas les seuls ici, chacun se bat à son niveau pour pouvoir le faire. Quand vous rentrez à la prison, dans une prison, vous commencez d'abord par avoir la sécurité, mais après vous avez les murs et vous avez l'impression d'être, si je peux vous décrire mon premier jour dans une prison, c'est comme vous êtes dans un four. Voilà, donc beaucoup de chaleur, une intensité atroce et des odeurs. Et donc voilà, pour moi, c'est ce que je peux avoir comme premier élément que je ressens dans une prison. Et au même moment, vous avez aussi des personnes, des individus qui, à différents niveaux aussi, jouent des rôles aussi dans la prison. Il y en a qui sont ceux qui appellent, les crieurs, ils appellent quand vous arrivez, ils appellent leurs amis ou leurs collègues de prison pour venir être écoutés, et vous avez une symbiose. C'est tout un autre monde qui se passe dans la prison. Je pense que j'invite beaucoup de Togolais aussi à parfois y aller. Je pense aussi que c'est aussi un élément aussi éducatif. Est-ce qu'on peut aller facilement là? Oui, ben, il faut demander, hein, parce que c'est une institution. La prison, c'est pas une église où on rentre, on sort. Donc c'est une institution, vous demandez, et suivant votre besoin, on pourra vous faire visiter. Vous pouvez rentrer sous plusieurs formes, soit pour des actions humanitaires ou pour un travail d'avocat, comme le fait bien
mettre, ou aussi comme défenseur des droits de l'homme pour pouvoir essayer, ou à titre religieux. Je pense aussi qu'il y a cette dimension à ne pas négliger dans la prison. C'est un monde, hein, quelqu'un dirait même c'est un pays, parce qu'il y a tout est organisé là-bas. Mais cependant, quand vous discutez avec les gens, c'est les conditions. C'est les conditions. Heureusement, ces derniers temps, par exemple, au Togo, ils ont essayé de faire un effort pour passer à 2 repas. Mais imaginez qu'il n'y avait qu'un seul repas pour des personnes. Hein. Au fait, quand on le dit, il ne faut pas que les gens, peut-être derrière leur post radio, disent pourquoi c'est des criminels. Est-ce que tous ceux qui sont là-bas sont tous des criminels? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, est-ce que ce ne sont pas des êtres humains? Ce sont des êtres humains. Donc, le minimum devait être garanti. Comme le dirait quelqu'un, en réalité, notre vraie maison à nous tous, ça devait être la prison. Ou bien, si je me trompe, qui parmi nous n'a jamais été coupable de quelque chose? Donc, c'est peut-être que, soit ça a été ignoré, ou que peut-être que ce que la personne a commis dans la société ne mériterait pas d'aller en prison. Sinon, si on devait juste rester au niveau absolu, nous tous, nous méritons la prison. Donc, d'où l'intérêt de faire l'effort à ce que ça soit vraiment à visage humain. Au fait, c'est ce que nous voulons dire, à visage humain. Je pose la question parce qu'on sait aujourd'hui, grâce aux moyens de communication, que dans les prisons au niveau des États-Unis ou de la France, par exemple, et vous avez dans votre cellule, les gens sont très souvent seuls dans la cellule, ou soit ils sont à 2, ils ont la télévision, pour certains, ils ont un lit, ils ont un certain nombre de conforts. C'est vrai qu'on dit en Afrique que la prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. Mais en termes de comparaison, est-ce qu'il y a des possibilités de comparer avec ce qu'on regarde à la télé? Je pense que comparaison n'est pas raison dans ce sens. Et chaque société a différents niveaux, vu son évolution, a une perspective ou une politique en la matière. Mais je pense que les chiffres sont quand même assez clarifiants par rapport à la situation du Togo. Vous prenez des prisons qui devaient avoir 500 à 600 personnes, vous vous retrouvez à 1500, 1700 personnes. Donc déjà, vous voyez, c'est comme si vous avez une pièce où vous devez vivre avec votre famille, une seule, et puis ben, vous vous retrouvez avec tout le village dans la pièce. Juste pour illustrer. Imaginez, ce n'est pas seulement le fait que vous souhaitez le luxe, non, mais c'est les conditions elles-mêmes en tant qu'être humain. Les odeurs qui se dégagent même déjà, les besoins élémentaires qui sont rattachés au logement, je pense qu'on ne pourra jamais les avoir. Et donc, ça fait qu'au fait, on ne le dit pas parce qu'on veut que les prisons deviennent des hôtels, parce que nous-mêmes, on n'en a pas, ceux qui sont même dans la rue. Mais c'est parce que ces conditions, parfois, créent d'autres problèmes. Les gens rentrent là-dedans et à force d'y rester, ils s'y plaisent et après, ils ont l'impression de se venger, hein, si je voudrais le dire entre griffes, sur la société. Même quand ils sortent, ils deviennent plus aguerris à faire le mal dans la société. Donc, plus on crée des meilleures conditions, la prison pourra accueillir des êtres humains. Et après aussi, on peut aussi faire des programmes de réinsertion. On ne peut pas réinsérer les gens dans ces conditions. Et donc, en mettant aussi, parfois, le grand problème aussi, c'est le fait aussi, dans notre pays, de ne pas aussi avoir des centres de détention séparés, où on a des prévenus et puis des gens qui sont déjà condamnés. Donc, vous voyez, en mélangeant aussi des gens, même si les cellules sont parfois séparées, quand même créant, étant dans le même contexte, dans le même espace, ça crée des rapprochements. Des gens qui sont condamnés à 20 ans de prison pour des peines ou des crimes se retrouvent avec des gens qui ont commis des délits. Donc, dans ce genre de situation, des gens finissent par adopter un style ou une manière de faire, pensant que la prison peut être un monde dans lequel on vit sans dans un instant, Maître Claude va nous éclairer sur ce qu'on rencontre habituellement là-bas. Mais tantôt, vous parlez des repas qui sont donnés et que peut-être quelque part, quelqu'un qui nous écoute, qui dirait, oui, en fait, ce sont des criminels, ils ont le droit à 2 repas et c'est assez suffisant. Mais là-bas, est-ce que les criminels, est-ce qu'ils ont des droits également dominicains? Est-ce que ce n'est pas des parias? Est-ce que ce n'est pas des gens qu'il faut carrément ignorer? Non, je pense que pour plusieurs raisons, justement, il ne faut pas tenir ce discours. Maître Claude Amigan disait tout à l'heure que nous sommes tous des humains. Et quand on vous envoie en prison, en réalité, la seule chose qu'on vous ôte, ou bien dont on vous prive, c'est la liberté d'aller et de revenir comme vous voulez. Ça veut dire qu'on vous met dans un endroit pour un objectif précis. Donc, si vous arrivez là-bas
et que les conditions de vie dans ce milieu font en sorte que vous n'arrivez plus à manger. Votre état de santé se détériore. La prison n'a pas pour objectif d'amener les personnes en fin de vie. Je ne sais pas si vous voyez. Si on voulait tuer quelqu'un, on aurait dû le condamner à la peine de mort, ce qui n'existe même plus au Togo. Donc le lieu qu'on appelle prison, centre de détention, c'est pour détenir la personne. Vous voyez? Et même au-delà, là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que comme M. Aimé l'a dit tout à l'heure, dans nos prisons, vous avez des personnes qui sont considérées comme innocentes, c'est-à-dire que des personnes qui sont en détention préventive. Elles n'ont pas encore été condamnées, mais on les a mis là-bas en attendant que la procédure se poursuive et que ces personnes soient jugées et condamnées. Ça veut dire que on peut se retrouver, cette personne peut faire 1 an là-bas et puis sortir libre. Donc quelqu'un qui est a priori innocent et qu'on met dans ces conditions, considérant ou bien croyant que c'est une personne coupable, la personne va perdre son état de santé, va se dégrader, la personne sera maltraitée dans ces conditions. Et après, on dit qu'elle est libre. Comment on fait pour réparer la situation de cette personne? Je ne sais pas si vous voyez. Et enfin, je crois que l'un des aspects aussi qu'il faut soulever, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on rencontre nos autorités, qu'on parle de cette question, puisqu'on ne parle pas seulement au Togo, souvent les différents mécanismes onusiens ou régionaux interpellent l'État sur la question. Par exemple, la question de la prison civile de Lomé, qui devait être normalement simplement fermée. L'État dit, je n'ai pas un plaisir particulier en détenant bien, en maintenant ces personnes dans ces conditions. Mais je n'ai pas de moyens. Et il faut voir simplement le budget du ministère de la Justice, dont découle celui de l'administration pénitentiaire, pour savoir effectivement que le Togo n'a pas suffisamment, bien ne met pas suffisamment de ressources pour améliorer la situation de ces personnes. Et qui peut-être effectivement sont considérés comme parias parce qu'on se dit qu'il y a d'autres priorités. Donc ce genre de discussion, c'est pour ouvrir ou bien attirer l'attention de nous tous sur ces réalités, sachant que quelqu'un d'entre nous ici peut indûment aller passer un séjour là-bas. Et la prière, c'est que ce séjour ne soit pas fatal. Maître Claude Abégan, vous avez au quotidien ou très souvent l'habitude de vous rendre dans ces lieux de détention. C'est vrai que Gaudil était à effleurer une partie de la question sur ce qu'on rencontre habituellement à la prison ou dans les prisons du Togo. Qui sont-ils habituellement? En réalité, les prisonniers, c'est des gens, des êtres humains, des citoyens qui sont pour un temps soit peu mis à l'écart de la société pour avoir transgressé les lois, les règles de la société. Et lorsqu'on les met en prison, c'est pour qu'ils prennent conscience des actes qu'ils ont posés, pour qu'ils puissent faire amende honorable et revenir dans la société. Et c'est pour ça que dans la prison, il faut toujours un programme de réinsertion qui permette aux prisonniers de revenir et de ne plus recommencer ce qu'il a eu à faire. Malheureusement, ce qui se passe dans nos prisons, comme l'a soulevé mes collègues, c'est que on n'a même pas de quartier pour les gens qui sont en détention et les gens qui sont déjà condamnés. Quand quelqu'un est poursuivi pour un fait, on estime a priori qu'il a la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore l'assurance qu'il ait pu faire la chose. Maintenant, celui-là qui n'est pas encore déclaré coupable et condamné, on le met ensemble avec des criminels peut-être qui sont déjà là-bas 1 an, 2 ans. On les met tous ensemble, ils se frottent et ils commencent par apprendre comment on peut réussir peut-être une infraction sans trace. Moi, j'ai eu un exemple que j'ai eu à défendre. Quelqu'un qui était arrêté parce qu'il a été violenté une nuit. On lui a volé sa moto. Et le propriétaire de la moto, il a été même assommé. Il a été assommé, on l'a retrouvé le lendemain. Quand on l'a retrouvé, on l'a amené à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il s'est réveillé. Mais il a fait un traitement pendant des mois. Et quand il s'est réveillé après, c'est le propriétaire de la moto qui dépose plainte contre lui. Et dans ces conditions, on a encore arrêté ce monsieur. On l'a arrêté, on l'a envoyé en prison. Ce monsieur a passé des mois en prison.
normalement, pour un tel fait, je ne pense pas qu'on puisse faire la prison, surtout quand il y a des preuves que la personne n'a pas volé la moto, mais on estime qu'il aurait participé. Et donc, ce monsieur-là, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans en prison, ou bien 2 ans en prison. Quand il est sorti, mais il est devenu voleur de moto. Et par la même technique. Par la même technique, et c'est là qu'il revenait en prison régulièrement. Au moins, il a fait revenir à la prison au moins 2 ou 3 fois après sa première incarcération. C'est pour dire que on a l'impression au Togo aujourd'hui que la prison est la solution pour tous les problèmes. Et pour un oui ou un non, on se retrouve en prison. Pour un vol, je ne dis pas que le vol est bien, mais quand même, pour des infractions, il n'y a pas d'infraction mineure non plus, mais pour certaines infractions, je pense qu'on doit pouvoir trouver des solutions intermédiaires. Malheureusement, le nouveau code est en train de prévoir quelque chose comme ça, mais encore, faudrait-il qu'on ait des décrets d'application ou qu'on mette les structures en place pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, la prison est la seule solution lorsqu'il y a une infraction. En réalité, quels sont les standards ou quelles sont les normes, la pratique, par exemple, dans les grands pays? Est-ce que c'est la même chose qu'au Togo? Non, ce n'est pas la même chose qu'au Togo, puisque au Togo aujourd'hui, il y a des prisons, il y a des faits pour lesquels on est condamné que pour des amendes. Il y a des faits pour lesquels on peut condamner à faire des travaux d'intérêt public. Il y a des intermédiaires qu'on peut trouver. Il y a des gens qu'on oblige à travailler, à qui même on peut payer des salaires. Mais tu dois être sur les lieux de travail. C'est également des sanctions pour quelqu'un, par exemple, qu'on sait qu'il n'aime pas travailler. On le condamne à faire du travail. Et on le paye en plus pour ça. Parce qu'on pense que la personne est oisif, elle ne veut pas travailler. On lui impose des contraintes, mais pas nécessairement la prison. Donc c'est ce à quoi nous devons penser dans notre pays et trouver des peines intermédiaires qui ne soient pas nécessairement la prison. C'est vrai que de plus en plus de gens se retrouvent en prison au Togo, et vous, au niveau de vos organisations respectives, vous vous battez pour que de telles situations ne puissent pas prospérer dans notre pays. Ça fait un peu plus de 30 ans depuis que le Togo s'est ouvert à la démocratie que ces questions des droits de l'homme sont régulièrement mises devant, notamment par les défenseurs des droits de l'homme. On se rappelle les tout débuts avec la Commission nationale des droits de l'homme, et nous parlerons, si nous avons le temps, de la disparition et de l'enterrement hier du premier président de la CNDH, Maître Yahweh Agouibo. Mais sur les 30 dernières années, il y a quand même eu des avancées, n'est-ce pas, mon cher ami d'Amnesty International? Oui, on ne va pas tout simplement envoyer le tableau qui est très noir pour qu'on dise que c'est toujours nous. Hein. Un des premiers éléments marquants, hein, même si ça ne relève pas de notre quotidien, c'est par exemple l'abolition de la peine de mort. Ça semble être très négligeable, mais c'est très important. Hein. J'imagine que, imaginez un contexte politique assez fragile, qu'on puisse, par hasard, s'il y avait la peine de mort, parfois tenter de l'appliquer. Donc, je pense que c'est pour moi un élément très important que je soulève souvent, hein, partout où je vais, et pour pouvoir aussi inciter d'autres pays. Hein, il faut le dire, il y a beaucoup de pays, même dits démocratiques, qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Donc, pour moi, c'est un élément ou un catalyseur qui montre bien qu'on a quand même conscience qu'il faut poser des actes forts et majeurs pour pouvoir aider. On a aussi, par exemple, un nouveau code pénal, même s'il y a des éléments à dire, qui a été adopté, où on criminalise la torture. Vous voyez, c'est très important ce que nous disons. Peut-être que pour le quotidien des Togolais, ce n'est pas quelque chose qu'on touche, puisqu'on n'a pas souvent voix aux questions judiciaires et tout, mais imaginez que le Togo a ratifié ou a signé la Convention des Nations Unies contre la torture depuis 1988 et que c'est durant 2015-2016, avec l'adoption du nouveau code pénal, qu'on a criminalisé la torture. Donc c'est vraiment un élément important. Cela donne un argumentaire, mais aussi de la provision pour les défenseurs des droits de l'homme, pour les avocats, au cas où il y a des allégations de torture, et disons les enquêtes qui pourront suivre. Donc voilà, pour moi, on peut aussi toucher du doigt d'autres éléments en matière
Vous avez la construction d'une nouvelle prison de Palimé qui pourra aussi aider, ou qui aide un peu aussi déjà dans ce domaine. Mais une tendance que on observe particulièrement ces 5 ou 6 dernières années, entre 2016 à ce jour, on a un relan d'une stagnation ou d'un recul de la question. Je ne pense pas qu'on va, on ira dans les détails, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose pèse de lourd dans le domaine des droits de l'homme. On est dans une situation où on tente l'équilibre, mais l'équilibre pèse toujours du côté des victimes. On sent cela. Je pense que c'est le cadre légal. On a de plus en plus des lois qui sont plus corsées et qui ne respectent pas les standards internationaux en la matière, notamment si je prends la question de la liberté de manifestation, la question de la liberté d'expression, qui pour nous reste encore des poncifs en matière de discussion avec les autorités. Parce qu'elles avancent aussi des arguments qui sont parfois compréhensibles vis-à-vis du contexte régional et mondial sur le terrorisme et tout, mais cela ne peut pas justifier parfois un certain nombre de comportements ou d'une tendance toujours à pouvoir passer par la répression. Ça, cette méthode, je pense que il faut de plus en plus que les autorités comprennent que la pédagogie est l'art de mieux gouverner. Et quand on ne gouverne pas la pédagogie, je pense que les droits de l'homme pourront facilement intégrer la société. Sur la même question, CDH, vous très souvent parlez de standards internationaux. Est-ce que vous avez senti quand même que sur les dernières années, notamment les 30 ans, le Togo a pu faire des progrès? Oui, je pense que vous parliez tout à l'heure du premier président de la CNDH. Et moi, j'ai pris le soin de lire sa biographie et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a de cela 20 ans, 30 ans, défendre les droits de l'homme au Togo était plus difficile, quoi qu'on dise. Au temps du général, c'était plus difficile. Donc, quelque part, oui, les droits de l'homme, le contexte s'est amélioré au cours de ces 3 dernières décennies. Mais mon impression sera aussi mitigée, comme celui de monsieur a dit, parce que vous voyez que en réalité, les quelques libertés dont on peut se prévaloir d'avoir aujourd'hui, si je prends par exemple la liberté d'expression, qui contribue effectivement à rendre ou bien à permettre au jeu de la démocratie de se mettre en place, parce que ça permet à tout le monde de contribuer à travers son point de vue. Quand vous voyez comment, ces dernières années, que ce soit au niveau des journalistes, au niveau des défenseurs des droits de l'homme, au niveau des acteurs politiques, on sent que la pluralité politique pour laquelle les gens se sont battus, cette pluralité-là, on a l'impression qu'elle dérange. Et que nous sommes en train de retourner dans un contexte où il faut faire l'effort pour avoir un discours qui n'est pas assez critique. Et au-delà de ça, effectivement, il y a la question de l'espace civique. Et nous, au niveau du Panel Watch, nous avons fait plusieurs sorties pour dire que l'espace civique est un peu comme le poumon des droits de l'homme. Parce que ça permet aux acteurs des droits de l'homme de pouvoir faire leur contribution. Ça permet aux associations de pouvoir faire leur contribution. Ça permet aux citoyens de pouvoir faire leur contribution. Mais on a l'impression que, effectivement, que ce soit au niveau du cadre légal, que ce soit même au niveau de l'intervention du système judiciaire, etc., on a l'impression que cet espace-là aussi est en train d'être encadré, étouffé. Et si on doit faire la liste, malheureusement, c'est un peu comme si on dansait du tango, comme le dirait quelqu'un, où on fait l'effort d'avancer et on recule. Moi, j'ai apprécié le fait que, en ce qui concerne la lutte contre les violences faites aux femmes, le Togo a fait des efforts. Quand vous prenez, par exemple, notre dernier code des personnes de la famille, on sent que le Togo a cette volonté-là de mieux protéger les droits des femmes. Mais au même moment où nous saluons ça, lorsque nous voyons l'impunité qui règne autour même des personnes qui se rendent coupables de ces actes, on se demande si on veut avancer ou si on ne peut pas avancer. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Je pense qu'on doit travailler pour que ceux qui viendront après nous aient un environnement beaucoup plus favorable aux droits humains. Bon, sur les questions de liberté, sans doute qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment cette semaine où on a eu la situation des journalistes, dont 2 ont été finalement détenus, notamment Ferdinand Haïté et Joël Lega. Et puis, dans la journée d'hier, on a appris aussi l'interpellation de Folie Tatou. Vous, Claude, on sait que vous êtes très souvent aux côtés des journalistes et sur les arrestations de ces personnes, notamment des journalistes. Quel est votre commentaire? Parce qu'on parle
de ministres, de ministres qui sont en même temps pasteurs. On sait que vous, par exemple, peut-être certains ne le savent pas, vous êtes aussi très engagé à l'église. C'est vrai, effectivement, je sais que vous en savez quelque chose. Par rapport à l'arrestation des deux journalistes, d'abord, je crois qu'il y a un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans notre société et je crois qu'il faut que nos autorités y veillent. Tantôt, je parlais de la question de la présomption d'innocence pour tout citoyen. Lorsque on veut arrêter quelqu'un qui n'est pas en train de commettre un délit ou un crime, ce que nous appelons flagrant délit, si ce n'est pas le cas, la personne qu'on veut arrêter, je crois que la moindre des choses, c'est de pouvoir lui faire délaisser une convocation sur un jour pour qu'il se présente. Parce que quand on se réveille le matin, on ne peut pas penser, on a déjà un programme pour soi, et on ne peut pas penser qu'on devait se retrouver à la gendarmerie ou à la police. Et donc c'est la moindre des choses, et par respect pour l'être humain que sont les citoyens, la moindre des choses, c'est de leur délaisser une convocation à comparaître tel jour devant telle unité. Malheureusement, nous constatons de plus en plus que c'est les forces de l'ordre qui débarquent, parfois pour vous emmener, pour vous emporter comme ça, ou alors carrément, on vous présente, on vous donne une convocation, on vous dit de suivre immédiatement. Alors qu'on ne sait pas quelle est votre psychologie ce jour-là, on ne sait pas dans quel état vous êtes réveillé, on ne sait pas quel est votre programme pour la journée. Et je crois qu'il faut un minimum de considération pour les concitoyens dans la procédure d'arrestation. Deuxièmement, par rapport à l'arrestation des journalistes, la dernière fois, nous on était aux obsèques du bataillon Maître Agouibo, puisque nous lui avions rendu un hommage au niveau de l'ordre des avocats. On était là quand moi je recevais des textes, des textos, pour me dire que Ferdinand est conduit au BRI pour des interrogations. Finalement, après les hommages, nous avons, étant membre du Conseil de l'ordre, nous avons tenu une petite réunion avec le bâtonnier. Et il y a un de mes confrères qui était allé mettre Elon Badé. Donc, il m'a fait le retour dans un premier temps où on avait estimé qu'il n'y avait pas de plainte des deux ministres. Puisque l'avocat avait souhaité voir les plaintes, il n'y avait pas de plainte. Et après, on lui a fait croire que c'est sur réquisition du procureur de la République. Et donc, dans tout ça là, on a commencé par l'écouter, par les écouter. Et le vendredi, on a fait convoquer les deux autres, et Joël Lega et puis Kourouizidor. Et très tardivement, on a fait la procédure toute la journée, et très tardivement, vers 20 h, on les présente chez le procureur. On les présente chez le procureur, qui les renvoie au juge d'instruction et ouvre une information, et on les fait on décerne un mandat de dépôt contre eux. Qu'est-ce qu'on reproche aux deux journalistes? C'est qu'on leur reproche d'avoir critiqué ou fait des critiques à l'endroit des deux ministres, ou bien on estime qu'il y a outrage aux autorités. Je crois que c'est des journalistes. Les journalistes, en principe, le code, c'est le code de la presse qui devait s'appliquer, mais on estime qu'ils ont fait leur communication en ligne et qu'il y a une nouvelle disposition des tests de la HAC qui ne considère plus les communications en ligne comme étant du journalisme. Et donc c'est sur cette base qu'ils ont été déposés. Nous avons l'impression tout simplement, et le comble, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est une liberté psychologique qui libère un être humain. Et à partir de ce moment, je pense qu'on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent, d'exprimer leurs sentiments. Je ne vois pas de gouvernement dans ce monde
que les citoyens ne critiquent pas. Je n'en vois pas. Je ne vois pas de président qu'on ne critique pas. Je ne vois pas de ministre qu'on ne critique pas. Et quand on est gouvernant, on doit être disposé à accepter tous les concitoyens. Mais quand vous parlez de critique, ce qui est curieux dans ce dossier, c'est que chaque jour, presque au Togo, il y a quelqu'un qu'on critique tout le temps. C'est Foy Gnassingbé. En fait, quelqu'un réagissait récemment sur les médias et dit que si le chef de l'État devait réagir, il devait porter plainte. Si le chef de l'État seul portait plainte, je crois que tous les Togolais devaient se retrouver en prison. Et donc, je ne comprends pas qu'on puisse, sur la base de ces critiques-là, déposer plainte pour qu'on mette quelqu'un en prison. Je ne vois pas. Je reste avec vous, puisque j'ai dit tantôt que vous êtes très engagé à l'Église. Et quand on regarde un peu la Bible, ceux qui sont des pasteurs, ce sont des chrétiens qui doivent relativement imiter le Christ. À son passage sur terre, Christ avait pardonné. Beaucoup l'ont insulté, beaucoup ont craché sur son visage, beaucoup l'ont trahi, mais il a pardonné. Donc là, il y a quand même une question. Si éventuellement les deux ministres ont effectivement porté plainte, il y a un souci. C'est ça qui me paraît bizarre, parce que un homme d'église ou bien un pasteur doit avoir un cœur de berger. Il doit pouvoir être disposé à pardonner. Et je renverse même les charges, à supposer même qu'ils n'ont pas déposé plainte et que le procureur s'auto-saisit. Je crois que eux, ils devaient intervenir avec leur cœur de berger pour dire non, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas. Parce qu'en réalité, c'est eux qui ont été indexés dans l'émission. Et donc, les deux sont des pasteurs et je crois qu'ils ne doivent pas pouvoir accepter ces arrestations-là qui, une fois de plus, ternissent l'image de notre pays. Et le comble, le vendredi, on était le 10 décembre, journée des droits de l'homme, journée de la liberté. La liberté d'opinion fait partie des libertés fondamentales. Et déposer deux journalistes dans l'exercice de leur fonction ce jour-là, je crois que ça gêne un peu. Il faut que nos autorités voient leur tir. C'est la même situation ce vendredi-là qui était la journée internationale des droits de l'homme à Oslo, quelque part en Norvège. Et deux journalistes d'investigation très critiques vis-à-vis de leur gouvernement, eux, ils recevaient le prix Nobel de la paix. On sait aussi que Ferdinand Haïté est un journaliste d'investigation. Sur la coïncidence, on peut quand même être interpellé. Non, ce que moi je pense, et je crois que tout le monde le pense aussi, hein, c'est que ce problème et cette affaire Ferdinand ne devait pas être traité de façon isolée. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que la dernière fois, Ferdinand se faisait garder à vue le 9, que je me suis rappelé que ce même 9-là était la date où, dans l'affaire Petrolgate, la cour d'appel devait trancher sur l'appel qu'il avait interjeté dans cette affaire qui opposait à la famille Adjafi. Et quand je fais le parallèle entre Ferdinand et les autres journalistes, Ferdinand 1, Ferdinand 2, ces suspensions au niveau de la Hague, et les autres journalistes qui ont eu ce même problème, et je me dis, est-ce que ces journalistes-là ne sont pas en train de payer parce qu'ils parlent trop? Est-ce que c'est vraiment une affaire de plainte déposée par X ou Y, ou bien c'est parce que justement ils parlent trop et qu'ils sont en train de payer? Et si c'est le cas, pour revenir à la question des journalistes qui ont été primés, moi ça m'inquiète. Parce que le discours critique est un ingrédient fondamental pour une démocratie. Je ne sais pas si vous voyez. On ne peut pas faire de démocratie sans permettre à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de parler. C'est pour ça que même sur le plan politique, le chef de file de l'opposition est constitué comme, a un statut. Ça veut dire que de façon générale, les critiques contribuent à faire avancer un pays, un état de droit. Et la question que je me pose aujourd'hui, en faisant le parallèle, est-ce que la liberté d'expression dans notre pays, une chose est sûre, qu'elle est en train de traverser une zone de turbulence, mais est-ce que la liberté d'expression va s'en sortir? Et moi, c'est la question que je me pose. Je ne me permets même pas de faire une analyse très spécifique sur l'affaire de vendredi. Même pour moi, c'est une analyse beaucoup plus générale sur les différentes restrictions, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau de la Hague, qui ont été faites ces derniers temps
sur les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les acteurs politiques qui sont critiques vis-à-vis effectivement des autorités. Sur la même question, ces interpellations oui, sur l'affaire Ferdinand, et puis le lendemain, l'autre affaire, Fouri Katakou. On sait que vendredi, c'était la journée internationale des droits de l'homme. Quel est le message qu'on tente d'envoyer, que les autorités tentent d'envoyer aux populations? Un message de fermeté? Je pense qu'on a eu un tridoum, comme le dirait quelqu'un, noir. Hein, jeudi, vendredi, samedi. Hein, succession d'éléments qui, au fait, rabaissent le jour même, le vendredi, comme journée internationale des droits de l'homme. Et je pense que c'est une tristesse. Et puis, en même temps, pour moi, j'ai crié personnellement. Hein, c'est pas en référence aux droits de l'homme. Mais j'ai dit, si ça se poursuit comme cela, je ne sais pas qui d'autre pourrait être épargné. Même cette émission pourrait trouver à dire, on cherche un mot, et puis à partir du mot, ben on dit, vous avez dit des choses contre nous, on peut aussi vous arrêter. Alors, est-ce que c'est ce pays ou c'est ce Togo qu'on souhaite? Je ne pense pas que même ceux qui nous dirigent souhaitent ce Togo. Personnellement et honnêtement, connaissant certains, je ne pense pas. J'ai même lu sur un site Report Togo que même le ministre des Affaires étrangères du Togo faisait partie d'un panel retenu dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. J'ai dit, alors, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il peut présenter ce jour-là comme élément nouveau sur le Togo en matière de droits de l'homme? Je souffre parce que qu'est-ce qu'on peut reprocher? Bon, il y aura toujours à dire. Tout ce qu'on dit, ça peut être relatif. Bon, supposons que Ferdinand et ses collègues auraient chanté des louanges ou écrit un cantique à la gloire du système. Peut-être que, qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient recevoir de l'argent, ils allaient être décorés le 27 avril. Tout cela, pour moi, c'est pour ça que, au fait, quand nous parlons des droits de l'homme, tout le monde rentre, mais il y a une philosophie derrière. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pour rien que l'Occident fait la promotion des droits de l'homme. Ce n'est pas que eux-mêmes, ça ne les dérange pas. Tous les présidents du monde entier, ça les dérange, les organisateurs des droits de l'homme. Ce n'est pas seulement au Togo. Mais ils savent que cela participe foncièrement au développement de leur communauté. Disons, au-delà même de la vitalité, c'est l'existence même du pays qui est en jeu. Je ne dis pas que les insultes sont quelque chose à tolérer ou à accepter dans la société. Mais on peut trouver plusieurs autres manières de régler des problèmes quand il y a des dérapages de langage des gens. Il y a mille manières. Qu'est-ce qu'on appelle amende honorable dans la société? Souvent, j'entends les gens dire on est authentiquement africain, défendant nos valeurs africaines. Ou est-ce qu'on peut penser qu'il y a de cela des centaines dans nos communautés, on mettait en prison des gens comme cela parce qu'ils ont eu des propos critiques vis-à-vis d'un empereur? Il y avait d'autres manières de le régler. Et donc, pour moi, si on reproche quelque chose à ces journalistes, on n'a pas encore tous les éléments actuellement pour tout apprécier, mais tout au moins, je pense que pour l'image du Togo, et au nom, comme on dit que tous les Togolais sont des croyants, au nom du Seigneur, excusez-nous de, parfois, on préfère demander pardon pour qu'il y ait une autre issue à cette affaire que de voir des journalistes. Il y a même quelqu'un qui m'a appelé de l'étranger pour dire, mais ça fait combien d'années qu'on n'a plus de journalistes en prison? Je n'ai pas pu répondre à la question. Parce que quand même, c'est un souvenir ancien pour nous quand même de voir des gens comme ça être transférés en prison. Donc, pardon. S'il le faut, on peut demander pardon. Vous êtes des défenseurs des droits de l'homme. Vu ce qui s'est passé ces derniers temps, est-ce que vous sentez quand même qu'il y a une certaine peur qui est en train d'être répandue pour que derrière, et soit les journalistes, et soit les défenseurs des droits de l'homme, cela boucle un peu? Ben écoutez, je ne sais quoi dire, parce que quand je scrute un peu les initiatives de l'autorité, cette année, il y a eu cette loi qui est censée protéger les défenseurs, pour laquelle le gouvernement s'est beaucoup battu, en impliquant notamment les organisations des droits de l'homme. Et cela pourrait être commenté comme une volonté de l'autorité de créer un environnement plus favorable pour les défenseurs. Mais au même moment, quand on fait la somme de tous les événements que nous venons de citer ici,
on sent que dans la pratique, oui, il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a des raisons peut-être de s'auto-censurer, de fermer les yeux sur certains commentaires qu'on aurait pu faire naturellement si on avait l'impression que l'environnement était plus favorable. Et moi, je dis que ce n'est pas bon pour nous parce que le Togo est un État qui, au moins ces dernières années, a fait beaucoup d'efforts pour embellir son image à l'international. Et le Togo a fait des efforts pour participer aux différents examens devant les mécanismes onusiens sur les droits de l'homme. Et en termes d'affirmation de l'attachement de notre République à ces principes, le Togo a toujours répondu par l'affirmative. Et donc, ça serait un peu dommage de constater que nous sommes en train de reculer sur ces aspects qui, de mon point de vue, sont assez élémentaires. Nous allons permettre aux auditeurs maintenant de participer à l'émission. Eux aussi, ils ont sans doute des commentaires, des questions à poser. Mais avant d'avoir les tout premiers auditeurs, il y a eu cette autre interpellation hier du membre de l'association Mboueke. Qu'est-ce qui s'est passé autour de Fovi Katati? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je peux dire que je viens du SCRIC où on a fait une deuxième audition à Fovi Katati ce matin. Et je crois qu'il a fait des publications sur des réseaux sociaux, des publications où il a fait appel. Il a demandé, il a dit qu'ils font appel à l'armée, que l'armée leur réponde. Puisqu'il a publié un certain nombre de choses, et dans cette publication, il aurait dit ça. Et donc, je crois que c'est par rapport à cette publication qu'il a été interpellé hier. Il a été écouté pratiquement pendant 7 heures hier. Ce matin, nous sommes retournés. Je crois qu'on a pratiquement clôturé l'enquête. Donc, je crois que demain, il sera déféré devant le procureur de la République. Nous allons suivre pour voir quel sort lui serait réservé. Un commentaire sur cette autre affaire, brièvement. On est dans la même cascade d'interpellation, des problèmes de voix critique, de la dissidence qui conduit toujours à l'interpellation. Et donc pour moi c'est le même sillage et que pour moi il y a toujours plusieurs manières de régler ce type d'affaires que par la case prison à mon avis. Et donc dans ce sens pour nous le minimum qu'il faut c'est d'abord le respect de la procédure et que deuxièmement que voilà, le procureur de la République puisse se référer au minimum aux standards internationaux en la matière pour pouvoir prendre les décisions en respect de la liberté d'opinion. Bien, merci. Un mot sur cette autre affaire. Non, je pense que c'est aussi une question d'interprétation et d'appréciation, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, même Fovi Katati a toujours fait des publications. Donc il y a tellement de choses qui se disent. Et donc, quel état d'esprit dans lequel cette partie-là a été prise, voilà, c'est des aspects que nous ne contrôlons, qui sont assez abstraits, que nous ne contrôlons vraiment pas, mais qui devraient, c'est-à-dire la logique dans laquelle on devrait se trouver, c'est une logique constructive, où on permet à tout le monde de faire sa contribution pour qu'on puisse avancer ensemble. La dernière des choses sur laquelle je voulais insister, c'est justement que son droit à un procès équitable soit garanti. Et là, naturellement, ça m'amène à parler du problème de l'indépendance de notre justice, mais je pense qu'on va s'en remettre à Dieu et espérer que, justement, avec des avocats qui sont avec lui, que la procédure soit respectée. Bien, merci. Nous avons avec nous l'avocat maître Claude Amégan qui représente ici le CACIT. Nous avons Godwin Etienne qui représente le CDFDH et puis nous avons Aimé Adi qui représente Amnesty International au Togo. Le téléphone maintenant pour les auditeurs 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? Commis. Commis. Voilà. Ok. Pour notre occupation, c'est de savoir quel est l'objectif du gouvernement, puisqu'ils ne connaissent pas les lois, ils les connaissent très bien.
mais ils ne veulent pas les appliquer. On voit quel est leur objectif de mobiliser les moyens d'État que moi, comme et vous, qui êtes sur le plateau et les autres qui nous entendent, nous payons, ils viennent et au lieu de faire servir la République, ils font du gantérisme d'État. C'est-à-dire, on dit maintenant, je suis à la maison, on me prend devant ma femme et mes enfants, et on m'emporte en bigarré. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne sont pas accueillis. Quel est l'objectif? Ok, c'est noté, cette partie de la question, c'est fini? Une préoccupation par rapport à la procédure d'arrestation. Lorsqu'on ne respecte pas la procédure, est-ce que la personne en question est tenue de se faire tout le temps de questionnement? Quand je prends le cas des journalistes, vide de procédure, il n'y a pas de requête, il n'y a pas de cri. Donc, on ne sait pas pourquoi on a arrêté la personne. Mais on pose des questions à la personne. Est-ce que la personne, dans ses droits, peut se faire taire pendant les 8 heures, 9 heures, on les questions? Merci. Bien, merci pour la question. Nous allons demander à Maître Claude de répondre sur la deuxième partie de la question, notamment dans le cas spécifique des journalistes. Au départ, comme vous l'avez souligné, absence de plainte. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce que, comme le dit notre auditeur, celui qui est interpellé, est-ce que cette personne-là peut se taire? Oui, lorsque vous estimez que les conditions de votre arrestation ne conviennent pas et que vous ne savez pas vraiment ce qu'on vous reproche, qui porte plainte contre vous, vous êtes en droit de ne pas répondre. Vous pouvez dire vous ne répondez pas tant que telle condition n'est pas réunie. Donc, il y a par exemple, Oufoui, il a souhaité que son avocat soit là avant de pouvoir répondre aux questions. Donc si vous estimez que vos droits ont été violés, ou vous estimez que vous avez été torturé, que vous avez évoqué ça devant l'agent enquêteur et qu'il ne veut rien dire, vous êtes en droit de ne pas répondre. Sauf que dans la procédure, il y a un délai de garde à vue qu'ils doivent respecter. Si vous ne répondez pas, ils doivent vous déférer devant le juge, devant le procureur, pour la suite à donner. Donc on peut ne pas Vous répondre. qui avez la pratique, les auditions, on constate qu'elles durent des heures. On peut se rappeler encore, il y a 48 heures du côté de Cotonou, où on a eu cette audition qui a duré presque 24 heures. La dame Ricky Madougou qui était condamnée par la suite. Quel est l'objectif justement de ces auditions qui durent des heures, des heures? C'est pour fatiguer la personne qui est devant la juridiction? Bon, nous ne pourrons pas dire tout de suite que c'est pour fatiguer, mais en réalité, le juge, l'enquêteur, l'agent enquêteur a le devoir de creuser les faits pour lesquels vous êtes poursuivi. Donc, il doit pouvoir vous poser des questions pour que vous puissiez répondre, pour l'éclairer par rapport à ce qui vous est reproché. Sauf que l'audition ne doit pas être un moment de torture psychologique non plus. Puisque on peut vous écouter pendant plusieurs heures dans la journée, mais il faut qu'il y ait des pauses, qu'on vous laisse le temps de vous reposer, qu'on laisse le temps à votre esprit de se reposer, et on peut vous reprendre après pour vous écouter. Il y a par exemple, avec Foui Katatou, à un moment donné, on a fait une pause, et on a repris. Après une pause d'1 heure, 1h30, on a repris, on a continué, on a fini, on a arrêté la nuit, on est revenu ce matin, on a continué. Donc ça ne peut pas être un moment de torture psychologique non plus. C'est la première partie de la question pour les deux autres. En ce qui concerne le procès d'hier de Mme Madougou, non, mais nous en parlerons. D'accord. Oui, c'est la première partie de la question de l'auditeur. Quel doit être l'objectif poursuivi par les autorités quand on sait que le Togo dispose de très bons tests, le Togo a ratifié un certain nombre de conventions. Est-ce que vous savez l'objectif caché? Quel est l'objectif du gouvernement? Je ne sais pas. N'étant pas dans le gouvernement, je ne sais pas. Mais je pense aussi que c'est vrai que des fois, par abus de langage, on dit l'État, le gouvernement. Ce n'est pas forcément que, vous voyez, c'est en conseil des ministres qu'on décide de procéder de telle ou telle manière. Il faut savoir qu'il y a des pratiques.
qui sont des pratiques négatives, mais qui sont glissées dans nos procédures, dans nos habitudes, dans nos façons de procéder, et qui existent aujourd'hui. Donc les agents procèdent d'une manière sans forcément qu'une instruction claire leur soit donnée, mais ce sont des pratiques, et comme personne ne va en guerre contre ces pratiques, mais ça continue. Maintenant, des fois, il se peut que pour certaines affaires, il se peut que des instructions soient données, mais ça, je ne pourrais pas vraiment en dire quelque chose, étant donné que je ne suis pas du gouvernement. Mais on peut retourner au téléphone? Oui. Allô au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Salut le bateau. Oui, c'est votre nom? C'est David. Oui, allez-y. Oui. Bon, je veux savoir, est-ce qu'il est interdit aux journalistes de critiquer le secrétaire de l'État dans le nouveau pôle actuel? Moi, j'ai une question. Chaque fois, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, mais c'est quoi maintenant, maintenant? Par exemple, des prisonniers, ceux qui ont choisi le vol comme métier. Est-ce que vous ne pouvez pas proposer à l'État de créer un seul là quelque part? Ils vont condamner, ils n'ont qu'à aller cultiver la terre là-bas. Ça pourrait encore désengorger les prisons. Et ça serait bien pour le pays. Merci, bonne journée. Merci, cher ami David, pour votre intervention. Est-ce que, oui, sur la première partie de la question, l'interdiction de critique, un mot? Donc je ne pense pas que le code de 2020, le code de la presse, interdit aux journalistes de critiquer. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a au moins, en tout cas à ma connaissance et tout ce que j'ai pu lire, hier même j'étais obligé d'appeler encore l'Union des journalistes indépendants du Togo pour m'apporter encore une copie, pour m'assurer que j'ai la bonne version en face de moi. Je n'ai vu nulle part où il est écrit que c'est interdit de critiquer une autorité. Mais je crois qu'il y a quand même une nuance à faire entre ce qu'on appelle les critiques et les diffamations. Parce qu'il y a aussi... Oui, évidemment, c'est ce que j'ai dit dans mes propos, par exemple, que s'il y a des éléments, par exemple des insultes de ce genre-là, des accusations graves, ça peut être traité autrement que de laisser ça sous le coup d'une procédure pénale ou criminelle. Voilà. Il y a une proposition de David par rapport à ceux qui sont à la prison. Il y a certains qui préfèrent qu'on ne dise plus prisonnier, mais qu'on parle de détenus. Est-ce qu'en réalité, il y a un problème à utiliser les deux termes? Non, c'est une question, je dirais, de modernisation. C'est tout simplement, puisque ça désigne les mêmes personnes. C'est vrai qu'on a l'impression que les désigner par l'expression prisonnier, c'est un peu vulgaire. Et donc, on préfère de plus en plus parler. Justement, ça fait partie du droit de ces détenus-là, parce qu'il ne faut pas qu'ils se sentent carrément, c'est-à-dire, quand on parle de prisonniers, on sent une certaine frustration, on a l'impression que c'est des gens... C'est péjoratif. Péjoratif, tout à fait. Créer une ferme quelque part à l'intérieur du Togo, envoyer les détenus aller travailler la terre. Je l'avais déjà dit, puisque je dis que au Togo, nous avons l'impression que la prison demeure la seule solution lorsqu'on parle d'infraction et qu'il faut trouver des mesures de sûreté intermédiaires, des peines intermédiaires qui puissent permettre de désengorger les prisons. C'est vrai ce qu'il dit, on peut peut-être trouver des centres où on peut les mettre, où ils vont travailler la terre pendant des jours et après on les libère. Il y a la question de Gilles Yaovi Sossavi qui nous regarde depuis Paris. Il intervient sur la question de la réinsertion au niveau des prisons du Togo. Quelle est la situation? On sait qu'à une certaine époque, il y avait des ateliers à l'intérieur même de la prison civile de Lomé. Aujourd'hui, quelle est la situation au Togo? Oui, je sais que ces ateliers existent encore, sauf qu'on n'y travaille pas vraiment. C'est vrai que certaines associations s'y intéressent et accompagnent les détenus sur le terrain. Il y a encore, si vous allez aujourd'hui à la prison civile de Lomé, vous allez voir que les détenus font des activités génératrices de revenus. Ils créent de petites choses. Donc, je crois que seulement il faut que l'État y mette de l'accent, il faut que des moyens soient mis à disposition pour pouvoir les accompagner. C'est important. Il y a des gens qui sortent de la prison, qui ne se retrouvent pas, ils sont obligés de retourner à ce qui les avait conduits en prison. Ouais. Allô?
Oui, je pense aussi qu'il y a eu des expériences par le passé. Si vous voyagez juste avant Sokodé, dans la région centrale, il y a un village qu'on appelait Yaoukopé. Il y avait là un centre là, vraiment assez clôturé, avec beaucoup d'initiatives aussi qui permettaient de faire la réinsertion. Mais je pense que ça appartenait à une communauté religieuse, à un religieux, mais quand il est parti, je pense que ça n'a pas vraiment eu une suite vis-à-vis de cela. Ça pouvait aussi être des expériences qu'on va utiliser par l'avenir pour pouvoir essayer de travailler. Mais je pense aussi que l'élément, pour moi, primordial aussi, c'est le regard de la société vis-à-vis des personnes détenues. Tant que ce regard ne change pas, il est très difficile de pouvoir réinsérer ces personnes dans la société. Allô? Oui, bonjour. Quel est votre nom? Vous êtes à l'antenne. Monsieur Kokou, Kokou, parlez un peu plus fort. Hein. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne déjà, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pierrot, bonjour, maître. Oui, bonjour, monsieur Coco. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut préparer un simple coup de fil à un journaliste pour y répondre? Parce que je prends le cas de monsieur Gaï et monsieur Kouonou. Ils ont été appelés par téléphone pour répondre. Est-ce que c'est la meilleure procédure? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi la question reste posée? Merci. Bien, merci. Je l'avais dit tantôt, c'est des pratiques qui ne sont pas normales. On ne peut pas, quand on vous appelle au téléphone et que vous vous présentez et que vous ne réapparaissez plus jamais, on peut vous enlever comme ça. C'est pas officiel, on ne peut pas convoquer de façon officielle par téléphone. Quand un agent enquêteur veut engager une procédure, on vous envoie régulièrement une convocation. Et vous répondez à la convocation dans l'unité et on commence la procédure. On ne peut pas inviter quelqu'un par téléphone à venir quelque part parce que ça peut sembler être un enlèvement ou bien causer un enlèvement aussi. Donc je crois que la meilleure façon de faire, ce n'est pas le téléphone. Vous devez savoir quelle unité vous convoque, que votre famille sache quelle unité vous convoque et si vous ne revenez pas, qu'on puisse aller se renseigner à cette unité. C'est manquement que vous dénoncez là. On sait qu'il n'y a pas très longtemps, le Togo parlait de modernisation de sa justice. Ces manquements peuvent être dit dans certains milieux qu'on a encore du chemin à faire. Absolument. En réalité, je dis toujours qu'au Togo, nous avons souvent de très bons textes. Et nous sommes souvent même en avance sur beaucoup d'autres pays. Mais c'est la mise en œuvre, c'est l'application de ces textes qui pose problème. Aujourd'hui, dans notre code pénal, M. Adil l'a soulevé tantôt, la torture est insérée comme un crime et même imprescriptible. Mais depuis lors, est-ce qu'on a une fois poursuivi quelqu'un pour torture? Alors que des gens en détention, des gens condamnés ont toujours parlé de détention. Il y a plusieurs procédures contre l'État togolais devant la CEDEAO. On a à plusieurs reprises condamné l'État togolais, mais personne ne bouge. Quand vous déposez même une plainte pour torture devant un juge d'instruction, le juge n'ose même pas convoquer. Et donc, le texte est là, mais la mise en œuvre, l'application vraiment pose problème. Je crois qu'il y a plus un problème de volonté politique et de priorité qui se pose. Là, vous avez donné le nom d'une institution qui intervient fréquemment au Togo, la Cour de justice de la communauté CEDEAO. On sait très bien qu'en parlant de droits de l'homme, tout simplement, le Togo intervient ou présente régulièrement fait des points devant certains mécanismes. La prochaine, je crois que c'est le mois prochain ou c'est le mois prochain tout simplement. Les avis périodiques universels. Récemment, l'Amnesty International a fait un sujet autour de cette session qui va avoir lieu. C'est quoi? Ça va consister en réalité à améliorer quoi dans notre pays? Je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. Pratiquement toutes les organisations ont mené des activités et même très louables sur ce processus. Oui, au fait, c'est une évaluation des pairs. C'est la particularité de ce mécanisme-là. Heureusement que ça existe, hein, même si parfois l'impact n'est pas visible d'une manière immédiate. Ce que c'est les États eux-mêmes qui se sont décidés de s'évaluer
entre eux. Donc, tous les pays on voit au chapitre. Mais c'est devant le Conseil des droits de l'homme que le Togo présentera son rapport. Donc, il y aura une partie consacrée à l'État qui va présenter sa propre analyse ou son appréciation de ses efforts, comme on le dit entre griffes, en matière des droits de l'homme. Donc, évidemment, aucun État n'ira s'égorger lui-même devant ses pairs. Et donc, pour cela, il y a la possibilité donnée aux ONG de pouvoir produire, pas des contre-rapports, mais des rapports alternatifs. Restons mieux dans ce domaine-là, où elles aussi pourront dire les éléments ou des manquements qu'elles voient sur le terrain, mais aussi s'il y a des éléments positifs, de les soulever. Et donc, les pays vont regarder et maintenant verront qu'est-ce qu'ils peuvent donner comme appréciation et est-ce que c'est des recommandations. Oui, et il faut être clair et honnête, c'est pas vraiment contraignant, mais moralement, je dirais, c'est contraignant. Parce que l'État devant ses propres pairs dira oui, j'accepte telle recommandation, je note une autre recommandation ou telle recommandation, je l'ai déjà mise en œuvre ou je suis en train de la mettre en œuvre. Donc ça voudrait dire que c'est un engagement moral que vous prenez devant la communauté internationale, l'ensemble de tous les États dans le monde, du moins ceux qui sont aux Nations Unies, de pouvoir travailler dans tel secteur en vue d'apporter un changement. Et donc pour cela, on le jugera après encore 4 ou 5 ans. Donc, d'où l'intérêt du travail. Et puis les autres bailleurs, les institutions internationales aussi, s'approprient toutes ces recommandations-là en vue de voir dans quel secteur appuyer l'État dans ce domaine. Si ce n'est pas trop demandé, Godwin Eche, quels sont les points, par exemple, que les ONG vont porter durant ces examens? Non, je pense que le mécanisme au niveau de l'EPU englobe tous les droits de l'homme de façon générale, contrairement aux mécanismes spécifiques qui existent pour les autres conventions, comme la Convention contre la torture, la Convention relative aux droits civils et politiques, etc. Donc, toutes les thématiques en lien avec les droits de l'homme. Nous, par exemple, dans notre rapport que nous avons fait ensemble avec nos amis du CACIT, on a donc pris différentes catégories sur les droits civils et politiques. Je pense qu'on en a tellement parlé ici. La question de la liberté de manifestation, la question des conditions de détention, etc. Mais aussi sur les droits économiques, sociaux et culturels. Vous savez, aujourd'hui, avec la situation des travailleurs, entreprises et droits de l'homme, la question de la santé. Donc, toutes les thématiques, la question des violences faites aux femmes, toutes les thématiques qui concernent les droits de l'homme sont une priorité et seront évoquées par les rapports. Ce que je voulais ajouter, c'est que ces mécanismes, M. Aldi l'a dit, sont plutôt diplomatiques, mais c'est une opportunité pour nous les ONG et pour les autres Togolais aussi. Parce que, en fait, la question des droits de l'homme, il ne faut pas les voir seulement comme ce qui concerne les organisations de défense des droits de l'homme. Mais lorsque tous les citoyens s'approprient la chose et que ça avance, étant donné que le Togo va devant un rendez-vous international où il est interpellé, il y a ces recommandations qui lui sont formulées et des recommandations sur lesquelles les citoyens peuvent s'appuyer pendant tous ces 4 ans-là pour demander au Togo, vous avez pris l'engagement international de faire ceci, où est-ce que vous en êtes? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je salue le plateau. Le plateau vous répond. Bon, ça ne va pas ça, je l'ai déjà motivé. Allez-y. La question que j'aimerais poser est celle-ci. Voilà, les États vont devant l'OPU. Vraiment, on remarque que rien ne change. S'ils reviennent, ils continuent le même. Vraiment, les droits de l'homme sont bafoués. On ne dit rien. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Merci. Bien, merci. On vient justement d'évoquer l'examen périodique universel. Je crois que c'est Méadi qui a donné la réponse à la préoccupation de Papa Sandine. Sans doute qu'il n'a pas très bien suivi. À quelques secondes. Oui, j'ai dit qu'au fait, même si ce n'est pas contraignant, moralement, on peut dire que l'État a l'obligation. Et Godwin, tout à l'heure, a fait un très bon développement sur la participation des citoyens sur les questions des droits de l'homme. C'est-à-dire que si l'État togolais, probablement c'est le ministre des droits de l'homme qui va représenter le Togo ou le ministre de la Justice par exemple, s'il dit oui, nous allons mettre fin à l'impunité, on accepte une telle recommandation qu'un État a fait, par exemple État X qui a lu les rapports de CCFDH et puis du CACIT et l'a approuvé, ben, c'est
papa va maintenant dire, ok, c'est même le ministre même qui a dit oui, on reconnaît le problème et qu'il faut y travailler. Mais après, il pourra dire, ben, écoutez, vous ne faites rien vis-à-vis de l'impunité parce que c'est vous-même qui avez accepté. Et là, on le prend comme élément, indicateur de base d'appréciation de la situation. Donc, d'où l'intérêt, pas seulement au niveau étatique, mais au niveau de chaque citoyen. Parce que c'est un repère. Quand un État dit oui, j'accepte, ça voudrait dire qu'il reconnaît le problème. Et donc, pour cela, doit prendre les mesures idoines qui s'imposent. Et donc, on pourra même interpeller les parlementaires. Quand on fait le budget national, comment vous pensez que les recommandations prises au niveau de l'EPU ont été satisfaites à travers les lignes budgétaires que l'État togolais vous a présentées? Les citoyens peuvent aussi interpeller un ministre sur ce genre d'éléments-là, en vue qu'il puisse apporter des éléments. C'est pour ça, moi, je dis toujours, quand il y a conseil des ministres ou séminaire gouvernemental, parfois je lis ça autrement que ce que tout le monde voit, les chiffres qu'on nous avance, mais moi je les lis vis-à-vis des engagements que l'État togolais a pris. Puisqu'on dit, vous voulez faire ceci, vous avez accepté, mais concrètement, quand je vois tout ce que vous donnez comme élément d'avancée, je ne me retrouve pas parce qu'il y a encore des éléments, il y a la question de l'impunité, on a plein de dossiers qui sont là sous le poids des juridictions, pour même des enfants qui ont été assassinés. Et donc, pour l'instant, ça ne bouge pas. Et donc, pour moi, c'est aussi un élément d'appréciation. Donc, si moi, en tant que citoyen togolais, je dis je ne me retrouve pas, on ne peut pas m'accuser d'avoir insulté ou d'avoir créé à la violence, parce que moi aussi, j'ai mes critères d'évaluation qui ne sont pas personnels, mais que je puise vis-à-vis des recommandations, par exemple, de l'EPU. Il y a cette question de Jean-Claude qui vit à Baie. La question sur la convention, sur la déclaration universelle des droits de l'homme, je lis la question, vous répondez comme vous voulez. Est-ce que le Togo a vraiment signé la convention sur la déclaration universelle des droits de l'homme ou c'est juste un bluff? Voilà la question. Qu'est-ce que c'est écrit? Oui, le Togo a ratifié la convention. C'est justement pour ça que nous pouvons l'appliquer dans notre pays. Et comme je le dis, nous avons de très beaux textes. C'est l'application qui pose problème. Est-ce que cette convention n'est même pas, est-ce que c'est pas incorporé dans la Constitution du Togo? Oui, oui, bien sûr. Il y a la plupart des dispositions de la convention se retrouvent dans notre Constitution. C'est pour ça que je dis. Et puis comme c'est une déclaration, c'est une reconnaissance que l'État togolais fait. Ce n'est pas une ratification, mais c'est une reconnaissance et on l'a incorporé, comme l'a dit Maître, dans notre Constitution. Voilà. Bonjour Pierrot, salut respectueux invités. C'est commis Adoutou qui laisse le message. Moi, j'aimerais savoir si vous, en tant que défenseur des droits de l'homme, disposez des mécanismes pour rappeler aux dirigeants de revoir leur manière d'interpellation. Oui, je pense que ça, on le fait tous les jours à travers les rencontres de plaidoyer, à travers les communiqués, à travers les documents de position de plaidoyer, à travers les émissions et à travers les courriers d'interpellation et même à travers la saisine des instances internationales qui, à leur tour, interpellent l'État pour lui demander, mais j'ai appris, je prends par exemple en mars 2021, il y a eu la rapporteure spéciale des Nations Unies sur la liberté d'opinion et d'expression qui a interpellé le gouvernement togolais en demandant j'ai eu vent d'une série de suspensions des journaux. Je voulais en savoir un peu plus. Dites-nous quelle est la situation. C'est une façon d'interpeller le gouvernement et de l'amener à revoir sa copie si effectivement cette copie-là n'est pas correcte. On va dire un mot d'un des plus grands défenseurs des droits de l'homme que le Togo ait connu, Maître Yahovia Boibo, premier président de la Commission nationale des droits de l'homme. L'homme, c'est un défenseur des droits de l'homme. Il a été avocat et puis acteur politique puisqu'il a eu à occuper des postes de responsabilité dans notre pays. Premier ministre, à une certaine époque, que gardez-vous de lui? On va faire un tour de table dit, puisqu'il a été inhumé hier à Couvé. D'abord, on rend un grand hommage à cette personnalité, surtout dans sa dimension des droits de l'homme, parce que se battre entre 1988 et 1990 pour avoir une commission nationale des droits de l'homme, ce n'était pas acquis. Et donc, dans ce sens-là, qui innove est porteur de l'avenir et surtout d'un avenir meilleur. Donc, pour cela, nous sommes très respectueux vis-à-vis de son œuvre au Togo. Et moi, je pense que l'image que j'ai gardée, la dernière fois que moi j'ai pu le voir comme ça vivant, c'était à l'église. Comme cela, on était assis un peu éloigné, je l'ai vu de très loin. Et vraiment, qui était très humble, très attentif au message
qui venait du prêtre qui célébrait la messe. On s'est vu à Doumassé. C'est la dernière image que j'ai gardée, lui, physiquement. Mais moi, c'est à travers aussi sa méthode, parfois assez pédagogique. Quoi qu'on dise, hein. Et donc, dans ce domaine, il m'a l'air de quelqu'un qui sait mieux expliquer des choses que complexes. Et pour moi, en tant que jeune, quand je l'écoutais, surtout quand il veut animer une émission, j'ai toujours une oreille collée à la radio pour voir les mots qu'il utilise, la manière dont il les étale. Et donc, moi aussi, ça m'a façonné dans ma manière de voir les choses. Rendre les choses compliquées, c'était un avocat où il y a des grands mots, comme Maître est là devant nous. Mais il les rendait faciles à suivre, à écouter. Et puis, il avait l'amitié facile pour tout le monde, hein, quoi qu'on dise. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que nous, jeunes, il faut qu'on essaye de développer. Et petit à petit, mais on peut avoir des personnalités en plusieurs facettes, mais c'est ce que moi j'ai retenu de lui. Ok. Voilà. La dernière fois, quand il était ici, il était assis dans ce fauteuil-là. C'est le fauteuil de Godwin. Et Godwin, sans doute que vous l'avez. Oui, je dirais que je ne suis pas de sa génération. C'est clair. Il fait que je l'ai lu et observé plus que je ne l'ai côtoyé. Mais ce que je peux dire, c'est que unanimement, quand vous voyez toutes les opinions que les gens donnent de sa personne, unanimement, tout le monde s'accorde à dire que c'est un monsieur qui avait une volonté pas possible pour la défense des droits de l'homme. Et moi, c'est ce qui m'inspire le plus chez lui, c'est-à-dire que comment, malgré les agendas politiques, les ambitions politiques, malgré son travail d'avocat, où on sait que c'est aussi une question de business, comment il fait pour rester toujours aussi humain. Et c'est quelque chose que les gens ont pu dire naturellement de lui, que c'est un monsieur qui était tellement humain. J'espère donc effectivement que sa méthode, comme on l'a dit, mais aussi son engagement pour la cause des droits de l'homme, continuera par inspirer la plupart des acteurs qui font aujourd'hui cette noble tâche. Maître Claude Abegard. Oui, vous l'avez dit tantôt, il a été le premier président de la CNDH. Cela montre une fois de plus son amour pour les droits de l'homme et tout le combat qu'il a pu faire pour les droits de l'homme au Togo en ce temps-là. Maître Agboibor, qui est également notre bâtonnier, qui fut notre bâtonnier, est un grand stratège. C'est un monument de notre profession. Il a l'art de dire très simplement les choses les plus compliquées. Et c'est un monsieur très rigoureux dans le travail. C'est un monsieur très rigoureux dans le travail. Et je me rappelle que nous, notre promotion, on nous appelait promotion à Gouibor parce que il était Premier ministre quand nous avions prêté serment et il était présent à notre prestation de serment. Donc c'est un monsieur que nous avons toujours respecté au niveau de l'ordre des avocats en tant qu'avocat. Et c'est un monsieur que nous estimons, nous respectons beaucoup comme bâtonnier. Nous allons dire également un mot de la condamnation à 20 ans de prison de Reké Madougou, qui est très connue au Togo. Elle a été ancienne ministre dans son pays au Bénin. Elle devait être candidate à la dernière élection présidentielle béninoise, mais elle n'a pas pu. 20 ans de prison, c'est quand même beaucoup. Maître, vous aviez voulu évoquer cette situation entre-temps et je vous laisse maintenant la parole. Oui, vous aviez parlé de son audition qui a pris toute une journée. Moi, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme et je l'avais dit tantôt, les droits de l'homme, c'est pour tout le monde. Lorsqu'on parle d'un procès comme celui-ci, où on parle d'atteinte à la sûreté de l'État, je crois que ce n'est pas un procès, ça ne doit pas être un procès expéditif. Et on ne peut pas faire ce procès-là en une journée et condamner à 20 ans. J'ai l'impression que les gens utilisent la justice pour assouvir leur soif ou bien pour se venger des personnes dont les têtes ne leur plaisent pas. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour un crime de si grande envergure qu'on puisse expédier, auditionner les gens. Je crois qu'ils étaient 4. Et en une journée, on a pu finir ce procès condamné à 20 ans. Je dis que c'est déplorable, c'est dommage. Et à cette allure-là, nous devons faire très attention. Nous n'aurons plus de justice, mais la justice va se transformer en un instrument que les dirigeants vont utiliser tout simplement pour se régler des comptes. Et c'est vraiment dommage.
Dommage donc pour la démocratie béninoise. Nous avons fini cette émission sur une triste note. Sans doute que les Togolais, pour ceux qui suivent l'actualité, l'ont noté, la mort de 7 casques bleus togolais tués dans la semaine au Mali. Cela a suscité un certain nombre de réactions, notamment le chef de l'État togolais, Fagne Singbe, qui dit « Les forces armées togolaises combattront aux côtés de la MINUSMA et partout ailleurs l'ennemi commun qu'est le terrorisme ». Il y a cette réaction de Nathaniel Olympio qui dit « J'honore la mémoire de nos militaires défunts » et puis aussi cette autre réaction de Djeri Tama qui est intitulée « Tomber au champ d'honneur pour notre sécurité ». Comment est-ce que vous avez réagi à cette nouvelle, Godwin Etienne? Oui, je pense que c'est, comme tous les autres Togolais, c'est une situation qui nous touche. Et c'est vraiment déplorable d'apprendre que les concitoyens soient tombés ainsi. Mais au-delà, ce que personnellement, ça me communique, c'est de me demander, est-ce qu'on fait le vrai combat contre le terrorisme? C'est-à-dire que, est-ce que le meilleur moyen de lutter contre le terrorisme aujourd'hui et l'extrémisme violent, tout ce que vous voulez, c'est justement d'envoyer des troupes, ou bien de faire en sorte même que ce problème-là n'arrive pas. Parce que j'ai l'impression qu'on peut régler le problème autrement en agissant sur les sources. Ensuite, j'ai aussi une deuxième question. Est-ce que le terrorisme est un problème pour tout le monde ou est-ce que ça profite à certains? Je ne pense pas que j'ai la réponse pour cette deuxième question. Mais tout en restant vraiment touché par cette grosse perte, ce sont ces questions qui m'ont toujours traumatisé et qui reviennent encore dans mon esprit. Les forces armées togolaises en deuil, par ricochet, tout le Togo qui est en deuil. Vous, quel est votre sentiment après avoir appris cette nouvelle? Puisqu'il y a aussi d'autres Togolais, d'autres soldats qui ont été blessés dans cette attaque. Oui, je pense que c'est un sentiment de tristesse. Moi, j'étais à Tapamé quand j'ai appris la nouvelle lors d'un atelier, donc on a observé même 1 minute de silence en leur mémoire. C'est des Togolais, et donc, quel que soit leur statut, leur fonction, ils restent des Togolais, et donc ça nous touche. Mais moi, immédiatement, bizarrement, j'ai pensé immédiatement à leur famille. C'est-à-dire, alors aussi, ils ont des enfants par hasard, parce que on vit dans des sociétés où parfois on pleure vite les morts, mais on oublie ce qu'ils laissent derrière. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas des charognards, des héritages pour pouvoir s'en emparer, et que l'État doit réfléchir aussi vraiment à voir comment on traite les enfants laissés par ceux qui meurent au champ d'honneur. Donc voilà pour moi immédiatement d'un coup les idées qui me sont, parce qu'ils sont déjà morts, quoi qu'on dise, mais il faut penser à l'avenir et vous aussi, comment aussi on fait vraiment pour que l'armée de plus en plus ait les meilleurs moyens pour pouvoir exercer. En quelques secondes pour clôturer cette émission, Maître Claude, sur la même question. Oui, d'abord je voudrais saisir l'occasion pour présenter nos condoléances aux familles éplorées. Et nous souhaitons prendre rétablissement à ceux qui sont encore sur le lit, qui sont blessés. Et c'est avec désolation que nous avons appris cette nouvelle. C'est des concitoyens et nous ne pouvons que les pleurer. Et comme l'a dit Godwin, je crois qu'il faut qu'on recherche les causes, vraiment les vraies causes du terrorisme. Parce que parfois, il y a aussi beaucoup d'éléments qui contribuent à ce terrorisme. Il faut qu'on recherche les vraies causes pour que les gens, nos concitoyens, ne meurent pas dans ces conditions. Merci beaucoup d'être venu. C'est sur cette intervention que nous mettons fin à cette émission. Maître Claude Améguin, représentant de Castit Togo. Merci à Aimé Adi, représentant d'Amnesty International au Togo. Et puis, Godwin Etienne, le représentant du CDFDH, l'émission s'achève ainsi. Merci à Boga Koudoyo pour la mise en onde technique. Je suis Pierre Ouatiobé. Au revoir. J'espère qu'on n'a rien dit qui va nous mériter une arrestation au portail.